peut-être qu'on va se réveiller un jour puis de voir qu'il faut qu'on commence à considérer, gérer notre eau de manière plus sérieuse. Il faudra peut-être dans l'avenir aussi envisager davantage de barrages sur nos rivières, pas pour faire de l'électricité, tout simplement pour stocker de l'eau pour les périodes sèches, pour les consommations pour les villes, pour l'accès aux différents usages, ce qui se fait partout d'ailleurs dans le monde. Plus de la moitié des grands barrages dans le monde sont construits strictement pour des fins d'irrigation et non pas pour des fins d'hydroélectricité. On a un monde, une relation au barrage au Québec qui est complètement exceptionnelle. Il va falloir aussi améliorer nos outils de planification, de gestion quotidienne. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est qu'il faut aussi regarder notre développement économique autrement qu'en termes strictement commerciaux. Souvent, on évalue le développement économique qu'en termes de produit intérieur brut, le fameux PIB. Il faut trouver des façons d'intégrer les services environnementaux. Donc, tout ce que l'environnement nous offre comme service, mais gratuitement, il faut introduire ça et trouver une façon de considérer ces éléments-là dans les développements des pays. On peut avoir un pays peut-être le plus développé du monde, mais si nos rivières sont plus utilisables, si notre air est plus respirable, ça ne donne pas grand-chose. Merci bien. Louis-Robert, l'éventualité de manquer de l'eau, dont je sais très instinctivement qu'elle accompagne l'alimentation, m'effraie. Alors, l'assurance de n'avoir plus nos repas quotidiens est-elle menacée par les changements climatiques? Vous qui faites dans l'agriculture, est-ce que maintenant qu'il est fort probable qu'on ait la difficulté à avoir de l'eau à un moment, est-ce que la nourriture aussi va nous manquer du fait des changements climatiques? Oui, très certainement, c'est une difficulté là, dans les années à venir, mais aussi, je suis assez, pour la question de l'eau en tout cas, je suis assez optimiste, peut-être rêveur, mais j'ai l'impression que on a développé des techniques et on développera des techniques aussi qui permettront peut-être, en tout cas, pour plusieurs décennies encore, là, permettre un certain maintien du niveau de productivité des sols et de nos cultures en général. Mais moi, d'abord, j'aimerais dire que comme citoyen, moi, la question du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Mais si je regarde, si je me concentre à mon travail d'agronome au MAPAC avec des groupes de producteurs dans différentes régions du Québec principalement, donc on vient de préciser un peu l'agriculture au Québec, là. Dans ce contexte-là, ce qu'on nous dit, c'est que l'impact du réchauffement climatique globalement va être en somme assez positif pour l'agriculture québécoise, avec des exceptions, mais on est une des régions en tout cas qui peut bénéficier de plus d'opportunités en termes de culture, en termes de saison de croissance aussi, de productivité pour plusieurs des grandes cultures au Québec. Cela dit, moi, l'aspect qui m'inquiète plus, sur le plan toujours professionnel, c'est les variations climatiques. Parce que ce que je vois depuis que ça fait maintenant 20 ans que je travaille comme agronome, et je suis l'été, la plupart du temps, je suis sur le terrain puis je diagnostique des problèmes de sol, de productivité. Et ce que je vois, c'est pas une amélioration de ce côté-là. La structure du sol, qu'on appelle la qualité de la structure du sol, qui était au Québec assez plutôt intéressante, là, du fait de notre historique de production laitière et tout ça, nous donnait une espèce de pouvoir tampon par rapport aux variations climatiques. Et cette structure-là se dégrade depuis plusieurs décennies maintenant, puis c'est maintenant rendu la cause principale des pertes de rendement. Et je vois dans l'avenir juste un aggravement de la situation si on ne change pas nos façons de faire. Sur le plan positif, c'est que j'ai l'impression, j'ai la certitude, parce que je le vois, là, c'est que les producteurs, graduellement, là, lentement et graduellement, en prennent conscience et voient que peut-être la solution passe non pas par des aides extérieures, mais plus par une maîtrise avancée des techniques culturelles qui vont favoriser un maintien ou surtout une amélioration de la structure de sol. On pense notamment à l'infiltration de l'eau. Pour faire un lien toujours avec l'eau, au lieu, actuellement, on estime que 85% des eaux de précipitation, on les évacue vers les eaux de drainage, les eaux de surface, les chemins qui évacuent l'eau en dehors des zones de production, alors que de façon naturelle, ça devrait être l'inverse. Donc 85% qui devraient demeurer dans la matrice du sol pour un temps, en tout cas. Et
Et je pense que des techniques comme, par exemple, le travail réduit, semi-direct, ces techniques-là, diversification des rotations et maintien d'un couvert végétal le plus permanent possible à l'opposition, en opposé à la pratique des cultures annuelles labourées à chaque année, d'avoir des engrais verts, des cultures d'automne, comme le blé d'automne, triticale et compagnie, et aussi des cultures très vivaces, comme le panier irrigé, vont faire en sorte que, justement, il va y avoir une meilleure utilisation de l'eau par kilogramme de matière sèche produite. On peut améliorer ce ratio-là grandement. Fait que je vois dans ces techniques-là des façons, sans apport davantage d'intrants, sans plus d'investissement, en fait, sans que ça coûte, en fait, ça va coûter moins cher pour produire les mêmes unités d'aliments par tête de bétail ou par hectare qu'autrefois, avec une meilleure rentabilité, une meilleure conservation de l'eau aussi. Fait que je vois de l'espoir de ce côté-là, mais il faut vraiment s'engager dans ce virage-là. Puis je vous dirais que sur le plan de la production, là, comme je le disais, les producteurs commencent à en prendre conscience, mais c'est vraiment pas dominant dans les médias, c'est pas dominant dans les activités de vulgarisation qu'on tient actuellement. Puis il faut le faire, puis à commencer peut-être justement dans la formation des agronomes, parce que je crois bien que l'impact des variations climatiques, on est très, très maintenant rendu, l'agriculture traditionnelle au Québec est très, très dépendante étroitement lié au changement climatique, aux variations climatiques. Et je pense qu'il faut d'abord instruire les futurs agronomes à des techniques, les initier à des techniques pour faire en sorte qu'on soit moins dépendant des variations climatiques. Merci beaucoup. Alain Olivier, ça ne servirait à rien de vous demander si vous croyez également à la science telle que le montre Louis Robert. Moi, je voudrais vous demander, pour vous introduire, à quelles exigences nous contraignent les changements climatiques aujourd'hui? Bon, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus, qu'on ne peut pas dire en quelques minutes. Je voudrais quand même souligner que j'ai été heureux d'entendre Mme Dia-Touré, par exemple, parler de facteurs qu'on pourrait qualifier de facteurs humains. Parce que, bon, une question comme celle-là, quand on pense, entre autres, aux défis, aux enjeux auxquels on est confronté, on peut penser à des problèmes biologiques quand on est dans un secteur comme le mien, ou carrément techniques quand on parle d'agronomie, ou à des questions économiques ou politiques, mais aussi des facteurs humains comme celui des changements de nos modes de vie. Puis si on se regarde en pleine face, dans le fond, on se rend bien compte qu'on ne veut pas les changer, nos modes de vie, nos modes de consommation. Je pense que c'est un des gros problèmes. Donc, dans ce contexte-là, si on ne change pas, il va falloir vraiment trouver des solutions assez particulières. Bon, on parle beaucoup d'énergie verte actuellement, mais je pense que c'est un des gros problèmes auxquels on est confronté, c'est ces questions humaines. Bon, en d'autres termes aussi, je voudrais souligner qu'on parle de plus en plus d'adaptation au changement climatique, puis on dirait qu'on parle de moins en moins d'atténuation des changements climatiques, comme si on avait abandonné la partie, puis qu'on se disait, bien, les changements climatiques sont inéluctables et maintenant, il faut penser à s'adapter. Ça correspond peut-être à une réalité ou à une perception de notre capacité d'intervenir, mais en tout cas, je voulais quand même le souligner en partant. Bon, je travaille dans un domaine qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est quoi? C'est en fait l'intégration de l'arbre en milieu rural ou les autres utilisations de la forêt que le bois, par exemple, donc tout ce qui combine un peu production agricole et forêt, si on veut. Donc, évidemment, je m'intéresse plus à ça, je m'intéresse au rôle de l'arbre. On sait que l'arbre donne des produits comme le bois, mais il est aussi important au plan environnemental, au plan écologique, entre autres parce qu'il joue, il a une contribution importante dans la fertilité des sols. Bon, je ne ferai pas un cours ici de biologie, mais par sa litière, par ses racines, la décomposition de ses racines, il joue un rôle très important sur la fertilité des sols, entre autres sur le carbone du sol aussi, la matière organique qui s'accumule. Et il se trouve qu'il y a une certaine séquestration de carbone qui se fait dans le sol, qui est très importante. Et quand on parle de changement climatique, on parle souvent de plus en plus du rôle des arbres comme séquestrateurs de carbone. Mais je pense qu'il faut penser aussi au rôle du sol, qui peut séquestrer beaucoup plus de carbone encore que le font les arbres, et à plus long terme. Donc, quand M. Robert parlait tout à l'heure de nos systèmes agricoles et de la dégradation de nos sols,
je pense qu'il touchait un point qui est très important dans tout le domaine agricole et dans tout le domaine forestier. La question de la dégradation des sols est importante et elle a un impact sur les changements climatiques parce que en faisant ça, on se trouve à diminuer, on diminue la quantité de matière organique qui est présente et il y a beaucoup du carbone qui se trouve dans cette matière organique qui finit par se retrouver dans l'atmosphère avec les impacts qu'on connaît. Bon, en termes biologiques, c'est sûr qu'on risque d'être confronté à toutes sortes de problèmes liés à la biodiversité, par exemple. Bon, l'augmentation prévue des températures, les changements dans les régimes hydriques, l'occurrence plus grande d'événements extrêmes font en sorte que, bon, on pense qu'on va peut-être être confronté à des nouveaux ravageurs. Et là, je ne veux pas être trop pessimiste par rapport au constat qu'on faisait tout à l'heure. Mais oui, je pense qu'il y a des opportunités au Québec en termes de hausse de température qui pourraient nous amener à des nouvelles cultures, qui pourraient nous amener à être plus compétitifs, qui nous permettront peut-être d'avoir des nouveaux arbres aussi. Donc ça, c'est mon petit champ, d'avoir des systèmes agroforestiers plus intéressants. Mais on sera peut-être confronté aussi à des nouveaux ravageurs. Tout ça pour dire qu'en termes de défis, on va devoir probablement s'adapter à des nouvelles cultures, donc faire des nouvelles cultures, mais aussi avoir des nouveaux modes de culture. Et ce qui a été intéressant, si on pense au rôle de l'arbre, ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on constate que, par exemple, dans des essais qui ont été faits en Europe, que ces systèmes-là sont particulièrement intéressants quand il y a des périodes difficiles, comme des périodes de sécheresse prolongée. Donc, si on est confronté à des périodes de sécheresse plus importantes, on se rend compte, en fait, que les arbres ont une contribution intéressante, entre autres par l'ombre qu'ils font et par les diminutions des pertes par évapotranspiration qu'on peut avoir. Maintenant, derrière toutes ces questions biologiques, il y a évidemment des questions aussi très importantes au plan économique et au plan politique. Et je pense que pour aider à l'adaptation aux changements environnementaux, il faudra qu'on se dote de politiques qui reconnaissent la contribution de certaines pratiques, par exemple en milieu agricole ou au plan énergétique également. Là. Donc, on reconnaisse la contribution de tout ça à notre adaptation, mais aussi à l'atténuation de certains changements climatiques. Donc, planter un arbre, ça peut paraître une belle idée, mais un arbre, ça prend 30, 40, 50, 80 ans à pousser. Donc, avant qu'un producteur agricole, par exemple, voit des bénéfices à ses plantations d'arbres, ça va prendre beaucoup de temps. C'est souvent ses enfants ou même ses petits-enfants qui vont en voir les bénéfices. Donc, ça peut vouloir dire qu'en tant que société, nous, il va falloir favoriser des modes de culture, par exemple, qui pourraient, par exemple, intégrer des arbres qu'on va juger favorables pour leurs biens et services environnementaux, par exemple. Si on sait qu'un arbre séquestre du carbone, qui protège nos sols contre l'érosion, qui l'aide à améliorer la qualité de l'eau et qui fournit donc d'autres biens et services au plan environnemental et au plan social, bien, peut-être qu'il faudra se doter de politiques qui reconnaissent ces biens et services écologiques ou environnementaux et de façon à favoriser donc leur adoption. Donc là, toute cette reconnaissance politique est importante et ça a des implications économiques également. Ça a des implications en termes de recherche, de formation, d'appui technique. Est-ce qu'on va favoriser simplement de l'appui technique destiné vers les producteurs de maïs, de telle variété de maïs aussi, génétiquement modifiée, ou bien si on va préférer avoir des gens qui vont aider dans d'autres domaines? Enfin, pour terminer, je veux revenir peut-être sur le facteur humain. On dit souvent, bon, j'ai une formation agronomique puis biologique, en fait, donc on pense beaucoup en termes d'évolution aussi. Puis on dit souvent que ce qui a permis à l'être humain de se distinguer dans la nature, c'est entre autres choses, c'est sa capacité d'adaptation, bien sûr, mais aussi sa capacité de prévoir. On est capable d'anticiper des choses dans le futur, ce qui va arriver. Et là, on est dans une situation, justement, où on est capable d'anticiper des impacts possibles de nos comportements, donc des impacts sur le climat et par la suite sur tout un paquet d'éléments. Donc, je me demande si on sera même si on est capable de prévoir, est-ce qu'on sera capable d'aller au bout
de notre prédiction, puis de dire, bien, maintenant, on agit en fonction de ce qu'on est capable de prévoir, ou bien si on va s'ancrer dans nos modes de vie qui sont des cul-de-sac, sans vouloir donc prendre état de ce qu'on est capable de prévoir. Ouais, j'imagine que, justement, un organisme comme, là je reviens à Mme Diatouré, comme l'Institut de l'énergie de la francophonie, travaille sur des indicateurs précis. Alors, vous avez parlé, vous avez insisté sur le facteur humain. D'ailleurs, ce sur quoi Alain Olivier a également insisté. Sur quels indicateurs précisément l'IEF travaille pour non seulement traduire la gravité du potentiel destructeur des changements climatiques, mais également pour rassurer justement les hommes qui ne veulent pas en même temps changer leur mode de vie, comme le relevait Alain Olivier tout à l'heure. En fait, vous savez, l'IEPF, comme je l'ai dit tantôt, est l'organe subsidiaire d'une organisation intergouvernementale. Donc, sur quels critères nous travaillons? Nous travaillons sur la base des critères que les pays adoptent en termes de croissance ou de développement. Donc, nous sommes dans des situations où nous avons les pays développés et les pays en développement, et les critères sont les critères connus en matière de croissance et en matière d'économie. Et ce que nous essayons de faire aussi avec nos pays, d'ailleurs, je pense que c'est de travailler à la connaissance de l'état de dégradation. Et l'état de dégradation, je pense que ça me ramène un peu à une question que je voulais poser à M. Anctil. Je pense peut-être que il a dit que concernant les ressources hydrauliques, la situation est due à ce que l'homme, les gens qui se déplacent en fonction des zones vulnérables, plus par ça que par les changements climatiques. Peut-être c'est le cas du Québec. Globalement, j'aimerais bien comprendre ça parce que moi je viens d'une zone où justement la zone du Sahel en Afrique, où on nous dit, il a été montré d'ailleurs par les groupes de chercheurs, le GIEC, de chercheurs sur le climat, l'impact justement que ces changements climatiques ont sur les ressources hydrauliques et le stress hydraulique que nous allons vivre dans quelques années. Donc, je m'en fie maintenant aux spécialistes pour me donner beaucoup plus de clarification parce que c'est intéressant comme débat. Alors, pour revenir à votre question, l'IEPF travaille sur les critères qui sont connus, que les pays utilisent en matière de développement économique et social. Et donc, c'est sur cette base-là que nous élaborons les programmes d'activité que nous avons avec eux, qui sont des programmes de formation et de renforcement des capacités, comme on l'a dit. On travaille beaucoup sur le facteur humain parce qu'il est important dans justement la gestion de ces questions-là, que ce soit la gestion des politiques énergétiques. On a tantôt parlé, vous voyez aujourd'hui dans nos pays en développement où l'accès à l'énergie est un parcours de combattant. Deux fois, il n'y en a pas. Malgré ça, le peu d'énergie disponible, il y a au moins 15 à 20% qui est gaspillé. Pour simplement vous parler d'une situation qui est vécue et qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le produit n'est pas là, mais le produit est là, mais la façon dont le produit est utilisé pose problème. La même chose sur les ressources environnementales, la dégradation que nous avons, que nous connaissons dans nos pays. Il est utile aujourd'hui de former et d'éduquer les populations. Parce que la gestion de l'environnement ou du développement, nous avons pensé, et je pense d'ailleurs que c'est l'affaire de tout un chacun, c'est-à-dire du citoyen lambda aux décideurs politiques. Et il a parlé tantôt du changement de mode de vie, oui. Tant qu'on n'arrivera pas à gérer ce mode de vie-là qui intègre ces préoccupations environnementales, nous ne saurons... L'adaptation, on va vouloir le faire, hein. Ça veut dire qu'on va essayer, c'est vrai que l'homme s'est toujours adapté en fonction de la situation, mais il y a encore des limites aujourd'hui et face à ces catastrophes que nous vivons aujourd'hui, pas plus tard que cette semaine, nous avons cette situation au Japon et pourtant le Japon est un pays de haute technicité et c'est encore
l'humain qui est en face. On peut toujours pousser, mais il y a besoin de s'arrêter et de voir comment on peut avancer de la manière la plus, on le dirait dans le jargon des environnementalistes, écologiquement rationnel, quelque chose qui est écologiquement rationnel, qui est socialement acceptable et qui est économiquement viable. Donc ça, c'est un peu le leitmotiv sur lequel nous essayons de travailler en tant qu'organisation intergouvernementale qui travaille sur la base des indications données par les pays. Donc nous, on n'a pas de critères précis en termes, on prend les critères que les gouvernements ont normalement dans le cadre de leur politique économique, les indicateurs économiques, socio-économiques et politiques qu'ils ont. C'est ça qui définissent les orientations des programmes que nous avons au niveau de l'IEPR. Ok, je voudrais justement, parce que François Antil a été interpellé, lui donner la possibilité de réagir. Vous avez parlé des enjeux démographiques, parce que vous semblez lier les enjeux démographiques aux enjeux, aux défis de l'eau face au changement climatique. Comment vous réagissez à Mme Dia-Touré? Bien, premièrement, si on parle de changement climatique, il y a maintenant des évidences assez claires que les changements climatiques au terme de la température, on peut les constater. Il y a eu une augmentation de la température de la Terre. À l'échelle globale, c'est de l'ordre de 0,6 à 0,8 degrés à l'échelle globale de la Terre. Ces changements-là ne sont pas uniformes sur la